que l'on rencontrait. Et là, je me suis mis à assister à des situations un peu comme de crise que je ne savais pas recadrer. Et c'est ce qui m'a amené à aller approfondir un intérêt que j'avais pour l'écoute. Parce que je suis allé voir mon président de tribunal, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, une crise de diva? Moi, je ne sais pas comment gérer ça. Je peux expliquer, je peux démontrer, je peux faire comprendre, je peux menacer. Mais comment tu fais pour recadrer ça? Et là, la réponse qu'il m'a donnée, c'est, il faudrait peut-être que tu suives des cours là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec grand plaisir. Et le premier cours que j'ai suivi, j'étais en vacances et j'étais en Suisse à l'époque. J'ai eu la chance de faire un premier 10 jours avec Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, qui était un élève de Carl Rogers. Ça veut dire que moi, je suis très rogerien dans mon approche, c'est-à-dire que mon écoute est très humaniste. Donc ça, c'est un peu le volet politically correct de ma réponse, mais si je vais droit au bout et que je vous fais une confidence en termes de qu'est-ce qui fait que quelque part dans mes cellules, il y avait une soif d'apprendre au sujet de l'écoute, c'est que ma mère était malentendante. Ma mère était sourde et je soupçonne que mes premières blessures d'enfant qui pleuraient, qui criaient, qui n'étaient pas entendues, mon système nerveux autonome a dû vouloir comprendre pourquoi il était laissé à lui-même, même quand il se manifestait avec des mécanismes de base comme la colère, la peur et j'en passe. Alors ça, c'est plus la réponse, je dirais, de profondeur, celle qui est vraiment celle que je touche. Qu'est-ce qui fait que j'ai autant le goût de comprendre et de partager au sujet de l'écoute? C'est cette raison fondamentale, je dirais, Pierre. Alors voilà. Je ne sais pas si tu veux y aller d'une autre question ou si tu veux que je poursuive à ton goût. Pas une liste de questions, mais en même temps, ça m'amène sur un volet. Écoute, un peu quand on a bâti un peu notre rencontre, puis j'ai fait une première invitation, un premier communiqué pour dire, hey, on écoute tellement des messages, les entreprises nous disent, ils nous écoutent. On dirait que le terme écoute est tellement galvaudé, est tellement un peu évacué commercialisé, je dirais, pour que le côté, je caricature beaucoup, là, mais en même temps dire que l'écoute de l'autre a été évacuée ou est évacuée et j'entends plus souvent certains moments où les gens sont impuissants et de vivre l'impuissance devant quelque chose ou un mot qui une parole, une confidence qui nous est faite. Je me vois dans certaines situations, puis je me dis, j'aurais donc dû être juste là, et puis être. Puis, de se sentir un peu inadéquat, bon. Et bon, ça parle de moi, mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose là-dedans qui nous ressemble un petit peu tous pour dire pourquoi l'écoute est si peu comme sensible ou je ne sais pas, c'est une grosse généralisation, mais en même temps, j'ai l'impression que on ne sait pas écouter encore. Là. C'est gros, là, mais en même temps. On ne l'a pas appris par mimétisme, on n'a pas appris ça de nos parents parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas vraiment appris. Si on est intuitif, peut-être qu'on a des réflexes d'écoute, mais d'abord, moi, quand je définis l'écoute, si on me demande, Robert, qu'est-ce que c'est l'écoute? Moi, je réponds toujours que l'écoute, c'est fondamentalement une posture. C'est une posture, une attitude, l'écoute. C'est je suis avec l'autre. Donc, d'abord et avant tout, c'est une posture. Puis, c'est une posture qui permet une chose fondamentale, puis tellement fondamentale pour les centres d'écoute et pour toutes les personnes qui vivent de la souffrance. C'est une posture qui permet de se relier à l'autre. Alors ça, c'est les mots-clés d'entrée de jeu. C'est une posture. Et si on parle de qualité à développer, moi, si je veux être concret, puis dire des choses qui rejoignent tout le monde, parce que je ne connais pas beaucoup de gens dans le public qui est là devant nous cet après-midi. Je ne sais pas où vous êtes, ce que vous faites vraiment. Mais ce qui est clair, c'est... Moi, ce que je dis concrètement, c'est... Moi, quand j'écoute pas ce que les gens me disent. Je me relie à ce qu'ils vivent. Je ne sais pas si vous saisissez l'importance de la différenciation, parce que quand j'étais avocat, moi, j'écoutais ce qu'ils me disaient. Je trouvais des solutions par rapport à ce qu'ils me racontaient. Et quand j'écoute dans un contexte autre que celui-là, bien sûr que je vais l'entendre, ce que les gens me disent, c'est certain, mais je vais d'abord et surtout écouter ce qu'ils vivent derrière ce qu'ils me disent.
Et ça, c'est une qualité fondamentale de l'écoutant. Et c'est ça que j'appelle, c'est une posture où il y a quelque chose chez moi qui est complètement disponible à être avec l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, hein, pour arriver à faire ça, il y a comme une condition, c'est un incontournable, hein, on ne peut pas passer à côté. Pour arriver à écouter ce que les gens vivent derrière ce qu'ils disent, je dois être disponible. C'est-à-dire, il faut que je sois en état d'être avec l'autre. Un peu comme ce que nous enseignait Carl Rogers, puis Marshall Rosenberg l'a repris tellement souvent, c'est si moi, je ne suis pas disponible, si moi, je n'arrive pas à m'écouter en termes de est-ce que j'ai cette posture, est-ce que j'ai cette attitude, est-ce que j'ai cette disponibilité à offrir, bien, il est clair que je passe à côté de l'essentiel. Je vais écouter l'histoire et puis on va trouver des solutions ensemble. Ou encore, le réflexe généralisé, je vais aller dans quelque chose qu'on connaît bien ici, c'est la sympathie. Alors, je vais ramener ce qu'on me raconte à ma propre histoire et je vais probablement promulguer des conseils qui sont de mon cru ou de ma compétence personnelle ou professionnelle, ce qui, à mon avis, est à côté d'une écoute profonde ou d'une écoute réelle, dans ma perspective. Et dans la perspective des prémices de base de ce que moi j'enseigne, c'est la communication consciente ou non violente. Et c'est un peu ça qui est à la base. Donc, une posture, il faut que je sois disponible. Il faut que je sois disponible, ça veut dire que je sois capable de m'écouter avant d'écouter l'autre. Il faut que je sois en état. Moi, dans mes formations, j'utilise une image, puis je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui vont me reconnaître à travers cette image que j'utilise. Moi, j'utilise parfois l'image d'une bonbonne d'empathie que j'ai sur mes épaules. Parce que l'empathie, c'est un peu la pratique de cette posture. Alors, si moi, sur mes épaules, j'ai toujours ça en permanence, hein, une bonbonne d'empathie. Quand elle est pleine, ma bonbonne, j'ai aucun problème à écouter autour de moi. J'ai de la disponibilité intérieure, mais quand ma bonbonne est vide ou à moitié vide, c'est que je ne suis pas vraiment en état d'écouter. Ça veut dire qu'il faut d'abord que je m'occupe de mon état, de ma bonbonne, et il faut que je sache comment m'écouter pour me rendre disponible pour bien et mieux écouter l'autre. Et c'est là qu'on va aller, si vous le voulez bien. On va aller voir comment on se rend disponible, qu'est-ce qu'on écoute chez soi. On n'écoute pas ce qu'on se raconte, on écoute ce qu'on vit, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, au même titre que quand j'écoute l'autre, je n'écoute pas ce qu'il me raconte. Je répète, même si je l'entends et je suis capable de retenir ce qu'il me dit, mais je vais plutôt écouter ce qu'il vit derrière ce qu'il me raconte. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser le mot, c'est le mot, c'est de la présence. Je suis avec l'autre, pas en train d'évaluer ce qu'il vit, pas en train de prendre une mesure de quelque chose, pas en train de qualifier quelque chose. Je suis avec là, ici, maintenant, dans un espace où je ne réfléchis pas à quelque chose que je vais lui dire, mais je vais plutôt me relier en faisant ce qu'on va appeler des reflets empathiques et je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Je ne sais pas, Pierre, si ça t'amène sur un autre terrain ou si tu peux peut-être me confirmer, est-ce que je suis clair? Est-ce que je crée de l'ambiguïté? Pour moi, oui. J'aimerais avoir des oui ou des non ou des points d'interrogation chez les gens. Oui, donc il y a comme un non-verbal qui peut parler aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir un écho semblable. Oui, ça me fait sens. Et je me dis, quand je t'entends, j'entends un peu toute la réalité, un peu de nos, peut-être des gens qui travaillent, d'être proche de ses collègues, d'être proche si on a des responsabilités comme de soutien de groupe ou d'être en travail constant. Avec les groupes, nos tâches sont assez lourdes. Et je me dis, j'idéalise, là, mais cette qualité de présence-là, elle est confrontante avec nos réalités de travailleurs à certains moments qui ont des obligations, qui ont du quotidien, qui ont des... J'essaie de relier un peu l'idéal hein, dans ce que tu dis, puis j'entends la qualité de présence. Et Ouais. c'est un dilemme humain, hein, j'ai l'impression, d'avoir cette qualité de présence à soi pour dire, hey, j'ai la disponibilité pour toi, Robert, entièrement pour être là, dans mon temps, dans ma qualité d'être et en évacuant tout ce que j'ai comme réalité familiale et de travail. Mais je crois Pierre, je crois qu'un bon écoutant, je ne sais pas, en tout cas, j'ai un préjugé favorable pour les personnes qui ont fait du travail sur soi. Parce que si je fais un travail sur moi, je crée de la disponibilité à l'intérieur de moi. Parce que souvent, quand je vais écouter,
je suis toujours un peu à risque de voir quelque chose qui m'habite être un peu comme amené à la surface ou être réactivé. Je dois être capable de m'occuper de ce qui se passe en moi quand j'écoute parce que c'est sûr que si je m'adresse à un groupe d'écoutants professionnels, il est clair que minimalement, je voudrais m'assurer que les personnes vous me permettrez une expression un peu populaire, là, mais ne sont pas déclenchées au quart de tour là, parce qu'ils entendent ou qu'ils arrivent à garder une certaine ouverture de cœur, d'esprit et ne recherchent pas qu'on règle le problème qu'ils écoutent en ce moment. Et c'est fondamental, ça, parce que les gens qu'on écoute, s'ils ont besoin d'écoute, c'est qu'ils ont vécu quelque chose. Et ce qu'ils ont vécu, ça leur fait vivre quelque chose de difficile. Mais ce qui est beaucoup plus difficile que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils se disent au sujet de ce qu'ils ont vécu. Et il ne faut surtout pas que j'embarque là-dedans. Il faut que je les amène dans un espace intérieur, le leur, pour qu'ils sortent de ce qu'ils se disent aussi au sujet de ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que comme un déplacement de focus que je dois être capable de faire par rapport à moi? Parce que, écoutez, c'est important d'être conscient qu'il y a une autre chose que je me dis puis qui me roule dans ma cage de mon hamster. Là. Ça roule dans la cage de hamster. Là. Je m'en dis des choses dans une journée. Il faut que je sois conscient que je suis en train de me dire des choses, puis il faut que je sois conscient que je peux choisir de déplacer mon focus sur ce que je vis par rapport à ce que je me dis pour pouvoir aller vers une maîtrise. D'abord, une conscience de moi, puis une maîtrise de ce qui se passe en moi. Et c'est ça que je vais offrir, en fait. Une écoute, c'est ce que je vais faire avec l'autre, c'est d'abord et avant tout ce que je suis capable de faire avec moi-même. Ouais. Oui. Ça résonne pour toi, Pierre? Tu parlais du mot empathie, la bonbonne d'empathie, un ingrédient quand même assez essentiel. Tu verrais comme élément aussi, tu parlais aussi de disponibilité, mais de tes premiers mots par rapport à les conditions quand on écoute, la disposition ou la... Écoute, il y a un mot qui me manque, excuse-moi, qui était fondamental entre propos du départ. Tu veux me faire répéter quelque chose que j'ai dit au tout début, c'est oui, ça? Oui, posture. Voilà, OK. L'écoute, ouais. Donc, pour avoir une qualité de posture, je comprends bien que c'est la disponibilité dans tous les temps. Oui. Et si, donc, ça peut se ventiler, là, le côté posture. Pierre, je dois te faire un aveu. Hein. Ça coupe beaucoup. J'ai de la difficulté à entendre ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est la même chose. Est-ce que les autres participants ont autant de difficulté à m'entendre qu'à entendre Pierre? Est-ce que vous m'entendez clairement? Faites ça si vous m'entendez clairement. Parfait. Et est-ce que vous avez de la difficulté à entendre Pierre? Faites la même chose. Oui, bon, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être t'approcher de ton micro ou... OK. Quand tu parles de posture, ça peut se décliner un peu. Comment tu déclinerais la posture? Bon, on va aller là-dedans. C'est parce que la posture, ça passe par une connaissance minimale qu'on se doit d'avoir du fonctionnement humain. On a tellement été éduqués on a tellement valorisé, hein, on a tellement valorisé ce qui se passait entre nos deux oreilles qu'on a oublié qu'on habitait un corps fondamentalement. Et la posture est physique, n'est pas qu'intellectuelle. Elle relève de ce qui se passe et de ce que je vis dans mon corps. Et ce que je vis dans mon corps, c'est beaucoup en lien avec ce que mon système nerveux autonome me fait vivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos bons vieux cours de bio 101, là. Le système nerveux autonome, il y a eu beaucoup de recherches et de travaux là, en bio-neurosciences, la théorie du polyvagal. On a découvert une troisième branche au polyvagal. Et j'en passe, on n'entrera pas, on n'a pas 45 heures pour approfondir ces sujets-là, mais il est clair que maintenant, on sait très bien ce qui se passe dans ce corps-là et que la posture, c'est d'être capable de se relier à ce qui se passe dans ce corps-là. Puis si tu me permets, Pierre, je vais essayer de ne pas faire de gaffe technologique. Je vais aller sur un PowerPoint. Bon. 2 petites secondes. Est-ce que peux-tu me faire signe, Pierre, parce que je ne vois que toi? C'est bon? Bon, oui. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la posture. Je vous l'ai dit tantôt, hein,
la qualité à développer, c'est d'être avec l'autre, c'est une qualité de présence. Donc, puis ce que ça génère, c'est le lien, c'est la connexion. Parce que, vous savez, la personne qui est devant vous et qui vient chercher de l'écoute, qui souffre, bien évidemment, si elle souffre, c'est que nécessairement, elle vit quelque chose qui est émotif. C'est des émotions qu'elle vit. Elle vit de la tristesse, du découragement, de l'impuissance, et j'en passe. On pourrait en nommer des sentiments, des émotions. Alors, il faut comprendre la mécanique subtile du fonctionnement humain. C'est-à-dire que, à la base, créer un lien, ben, ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Il faut comprendre les bases du fonctionnement humain. Puis, je nous le rappelle, probablement que tout le monde le sait, mais moi, je m'amuse toujours à m'inventer quand je parle du sujet dans lequel je vais entrer. J'aime toujours inventer que vous êtes des extraterrestres, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne un humanoïde. Un peu comme pour réinitialiser, dire on va repartir tout ça de zéro parce qu'il y a tellement de choses qu'on a appris avec les connaissances d'une autre époque et que maintenant, on est ailleurs dans comprendre le fonctionnement humain. Puis, comprendre le fonctionnement humain, on va aller sur une autre présentation. Comment établir le lien, comment se relier. Alors, je vais avec le fonctionnement humain. Vous voyez, vous l'avez, et je vous ai mis là le nom d'un chercheur, d'un auteur que j'admire beaucoup, c'est Antonio Damasio. C'est un neuroscientifique, c'est le directeur du département de neurosciences de l'Université de l'Iowa. Puis, je veux toujours nous donner des bases solides. Je veux toujours avoir des données probantes de ce sur quoi je m'appuie pour comprendre, poser des gestes, pour être dans une posture d'écoute. Et ça, c'est du fondamental. Damasio nous a livré un ouvrage dont le titre est « Spinoza avait raison ». Spinoza, il y a quelques siècles, il en avait déjà l'intuition. C'est évidemment, son intuition, c'est que l'affect central ou l'aspect central de l'humanité, c'est la notion de besoin. Et ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui écoute. Quand moi, je vous dis, j'écoute pas l'histoire, j'écoute ce que la personne vit. Et vous allez voir ce que la personne vit. Ce qu'elle vit, c'est vraiment la manifestation d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et vous allez voir par quoi ça passe. C'est besoin, je vais attirer votre attention sur comprendre de quoi on parle quand on parle d'un besoin, parce que le mot besoin dans le langage populaire il est utilisé à beaucoup de sauces. D'ailleurs, si on va sur une définition très large et générale du dictionnaire, on a surtout la compréhension qu'un besoin, c'est quelque chose qui nous manque. Alors qu'au fond, le besoin, au sens où on l'entend ici, autant dans la perspective de Damasio que dans celle de Rosenberg, qui m'a beaucoup influencé dans la compréhension de ça, un besoin, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, fondamentalement. Un besoin, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Notez, retenez qu'un besoin, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas ce que quelqu'un devra faire ou pourrait faire. Ce n'est pas à l'extérieur de moi. Un besoin, moi, je me plais à dire que c'est intrinsèque, un besoin. C'est à l'intérieur de moi. C'est une aspiration profonde. C'est ce que j'aime vivre. J'aime vivre la liberté, j'aime vivre l'autonomie, j'aime de la clarté, et des besoins, tiens, il y a toutes sortes de grilles qui vous en présentent. Je pourrais vous en présenter une que vous avez peut-être déjà vue. J'ai besoin d'autonomie, de sens, d'estime, de sécurité, et j'en passe. Puis vous pourrez sur notre site Internet, Groupe Conscientia, télécharger, c'est gratuit, c'est copyleft, vous pourrez l'utiliser. C'est une liste de besoins. Et ça, c'est très important parce que à travers ce que l'autre me raconte, je vais amener mon attention sur les besoins qui peuvent être derrière ce que la personne me raconte. Et les besoins, ce n'est pas ce que la personne veut obtenir, c'est ce à quoi la personne aspire. Moi, je n'hésite pas du tout à parler de sens quand on parle de besoin. On parle de quelque chose de fondamental, le sens de la vie. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les besoins dans l'intuition de Spinoza, puis dans ce que nous confirme Damasio, bien ça, dans le fonctionnement humain, c'est pas une chose qui vient toute seule. C'est obligatoirement attaché aux émotions. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est le rapport émotion-besoin qu'il faut ici mettre en évidence. C'est une émotion,
Ça aussi, on en a une compréhension très claire aujourd'hui, en 2020, là, demain matin, 2021. Mais ce n'était pas le cas en 1960, quand dans le DMS, que vous connaissez probablement, un ouvrage scientifique. En 1960, je vous admets que c'est une autre époque, on disait qu'une émotion, c'était quelque chose de suspect. T'sais, on part de loin dans notre société par rapport à cette dimension des émotions. Moi, je peux comprendre qu'on ait lobotomisé une Alice Robbie. On ne savait pas à quoi vraiment ça servait une émotion, alors qu'aujourd'hui, on a cette clarté qu'une émotion, c'est un indicateur de satisfaction de besoin. Ah, c'est indissociable, ça. C'est l'affect central. Et moi, quand je suis dans cette posture que j'appelle une posture empathique et que j'ose faire du reflet empathique, ben c'est là que je vais. Je vais un peu comme proposer. Et je vais le dire lentement pour que vous l'entendiez en caractère gras. Je vais proposer toujours par voie de questionnement et non pas par voie d'affirmation. Les émotions et les besoins qui sont en cause, sans les dissocier. Les émotions et les besoins. Et ça, c'est une pratique. Puis ça, être capable de faire ça quand j'écoute quelqu'un qui souffre, il faut que je sois capable de faire ça quand moi je souffre, à petite, moyenne, grande échelle. Il faut que je sois capable d'aller dans mon intériorité parce que c'est ce que je propose. Je ne m'en vais pas faire de la thérapie là, en écoutant de cette façon parce que je suis toujours dans le moment présent. Parce que l'idée, c'est de permettre à la personne écoutée de retrouver son propre pouvoir. Parce que dans ma perspective, c'est ma compréhension, son pouvoir est dans la conscience qu'elle a d'elle-même, dans la conscience et la maîtrise elle va pouvoir toucher d'elle-même. Et c'est là qu'il se passe quelque chose que je qualifie toujours de magique quand la personne connecte à ce qu'elle aime vivre, à ce qui est fondamental pour elle. Il y a quelque chose qui rayonne, qui resplendit et tout à coup, oui, la personne est non seulement dans son pouvoir, mais le mouvement suivant, c'est la personne va pratiquement elle-même se poser la question, mais qu'est-ce que maintenant je peux faire avec ça? Comment pourrais-je m'occuper de cette dimension-là qui m'habite, que je n'avais pas vue? Je ne l'avais vue, c'était très embrouillé que sous l'angle de ce que je me raconte par rapport à ce que je vis, et non pas par rapport à ce que je me dis, pardon, et non pas par rapport à ce que je vis. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Peut-être que je parle trop longtemps, Pierre, tu m'arrêtes. Hein? Bon, en même temps, ça m'amène aussi à voir que pour être un bon écoutant, il y a comme une perméabilité à soi ou encore une ouverture à soi-même qui est incontournable. Je me dis, je veux aider et je ne veux pas toucher du tout à moi-même. Ça devient difficile d'être authentique à ce moment-là. Ben, c'est clair que je ne peux pas offrir là où je ne suis pas moi-même. C'est sûr que ça va avoir un impact que j'écoute et que je n'arrive pas à me connecter à moi-même. Un certain impact, c'est relatif, mais en même temps, ben, je suis beaucoup plus à risque de travailler sur la dimension de trouver des solutions aux problèmes qui m'est exposé. Mais ce n'est pas le rôle d'un écoutant dans un centre d'écoute que de trouver les solutions de la personne qui est écoutée. À mon avis, ce qui doit être fait par l'écoutant, c'est d'amener la personne écoutée à trouver ces solutions parce que toutes ces solutions l'habitent. C'est une croyance fondamentale que j'ai. Les solutions sont à l'intérieur de la personne écoutée, sans aucun doute pour moi et dans mon esprit. C'est pour ça qu'il faut voir que, vous savez, vous voyez à l'écran que pour moi, les émotions ou les sentiments, parce que, vous savez, les émotions, là, c'est pas sorcier. Là. Si on réfère aux travaux d'un chercheur dont vous avez probablement entendu parler, c'est Paul Ekman. Il nous a donné une grille qui est très claire. On a 6 émotions de base: la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût. Vous les connaissez très probablement. Mais ça, ce sont des réactions physiques, physiologiques. Puis je vous ai mis un peu comme cette image de votre tableau de bord quand vous êtes au volant de votre voiture. C'est quand il y a une émotion qui se manifeste. C'est un peu comme quand vous avez votre check engine sur votre tableau de bord qui vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que tu t'en occupes. Mais je ne sais pas, vous, quand vous avez vécu ça, avoir un check engine sur votre tableau de bord, est-ce que vous avez pris l'accotement et pendant 45 minutes, vous avez regardé clignoter le check engine? Ce que la plupart des gens font avec leurs propres émotions. Pourtant, une émotion, ce n'est qu'un check engine. Ce n'est qu'un indicateur de besoin à identifier. Et c'est là qu'il faut absolument pousser cette connaissance à plus qu'une masse critique pour donner de la maturité émotive à la planète, ma foi, pour qu'on arrête de trouver les autres responsables de nos propres émotions, parce que la cause de nos émotions, ben, c'est nos besoins.
satisfait ou non satisfait, c'est pas l'autre. L'autre, il n'est qu'un facteur déclenchant. Et à partir du moment où on recadre, et on peut même le faire à travers une écoute, on recadre, puis on ramène la personne dans son pouvoir et dans une compréhension qui est ce type d'alignement, mais la personne ne va pas être sur l'accotement, à toujours être le nez collé sur les émotions, parce qu'une émotion, vous l'avez peut-être déjà vu, vous le savez déjà, normalement, la durée d'une émotion, c'est 90 secondes. Ça fait que ça fait 2 semaines, 2 mois, 2 ans, des fois 20 ans qu'on est sur la même, puis qu'on l'alimente. Et si on l'alimente, c'est qu'on est dans un processus qui s'appelle l'autosympathie. C'est qu'on reste sur l'émotion et on l'alimente par les pensées. Et on tourne émotion, pensée, émotion, pensée. Alors qu'au fond, quand on va dans l'empathie, on la désamorce, l'émotion, en allant chercher le besoin qui est sous-jacent. Et c'est ça le passage. Moi, je dis qu'un écoutant puis c'est subtil, hein, ça demande beaucoup de doigté, de douceur, de générosité, de disponibilité. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est à toi de trouver, est-ce que c'est parce que pour toi, c'est important d'avoir de la confiance? C'est important la confiance pour toi. Et là, tu vois la personne, ce qu'on lui procure, parce que l'impact qu'on a sur son SNA, sur son système nerveux autonome, c'est un moment de détente. On n'a pas rien à régler. On a à créer un état chez l'écouté qui va lui permettre d'être encore plus lucide et disponible à trouver des solutions à son propre problème. En pratique ou peut-être chez nos participants, avons-nous eu un lien avec des personnes qui, je n'ai pas utilisé le mot, mais de façon chronique un peu, la personne est un peu dans ses états émotionnelle depuis plusieurs années et qu'elle répète de façon continue les mêmes états émotionnels et que on a l'impression, j'ai l'impression que l'empathie ne suffit pas. Comme quelque chose là-dedans qui fait qu'à un moment donné, c'est moi qui est pas assez empathique. Il y a comme quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on peut poser des questions, savoir si on a la bonne porte d'entrée pour rentrer dans l'empathie unique de cette personne-là. Bien, Pierre, je ne sais pas, merci beaucoup de poser cette question parce que c'est une question vraiment importante. C'est comme de mettre le doigt sur la limite de mon écoute, mes propres limites comme écoutant. Dans tous les centres d'écoute, puis je dois m'en confesser, je ne connais pas la mission, la vocation ou de chacune de ces organisations bénévoles ou communautaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, je sais que toi, tu es une organisation qui les regroupe, mais je vais dire quelque chose, c'est l'écoute empathique telle que je la décris, je vais le dire de cette manière-ci, a des effets thérapeutiques. Ce n'est pas de la thérapie. A des effets thérapeutiques en ce que cela procure un niveau de sécurité qui est apaisant. C'est à partir du moment où la personne touche en elle de la clarté, il y a un apaisement, une certaine sécurité. Mais ce que tu décris, c'est si une personne développe, j'ai appelé ça une pathologie parce que ça fait 22 ans qu'elle traîne le même problème, puis que pour toutes sortes de raisons, il y a quelque chose de compulsif à travers où je vais créer un problème là, en ce moment. Je pense que comme écoutant, je ne suis pas le thérapeute de service au bout de la ligne. Je pourrais peut-être rendre service que d'inviter la personne et la rendre disponible à ce qu'elle puisse éventuellement consulter un spécialiste de l'écoute thérapeutique. Là, on parle d'un autre univers. C'est celui où je vais aller travailler quelque chose qui est blessé à l'intérieur, quelque chose qui traîne depuis 10 ans, depuis 50 ans. On a des surprises. C'est des parties de moi qui sont plus que souffrantes et qui m'envahissent, des parties auxquelles je suis complètement identifié et dont il faudrait que je prenne soin. Et là, on a d'excellents thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux. On a des gens qui ont une expertise dans une écoute qui guérit. Et je ne crois pas que l'écoute qu'on offre dans nos centres soit une écoute qui doive guérir. C'est une écoute qui doit apaiser pour éventuellement inviter la personne à aller prendre soin de la partie blessée à laquelle elle est complètement identifiée. Parce que c'est clair que si on a quelqu'un devant nous, le mot savant, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec, qui est complètement dérégulé, c'est-à-dire elle est identifiée à une de ses parties, puis évidemment, elle fonctionne
malgré ses 53 ans, avec l'état d'esprit de ses 4 ans ou de ses 6 ans, je ne sais pas si c'est parce que c'est une partie qui est complètement insécure, il pourrait nommer une tonne d'hypothèses, de problématiques qui ont pu donner naissance à ce type de comportement. Mais là ce n'est pas le rôle de l'écoutant dans un centre d'écoute que de guérir ou transformer cela. Corrige-moi, Pierre, si je fais une erreur, mais dans ma perspective, l'écoute, moi, dont je parle, je ne veux pas être un imposteur de la thérapie. J'ai beaucoup d'admiration pour ce travail thérapeutique, une écoute thérapeutique, mais pour moi, c'est autre chose. Tout à fait. Puis, je me souviens, dans les premières communications, je disais que l'auditoire devait être pas mal des gens qui ne connaissent pas l'écoute, les principes de l'écoute. J'imagine quelque part, là, peut-être, à la limite, mon beau-frère qui est dans le domaine mécanique, puis les sciences humaines, là, ça ne l'intéresse pas, mais en même temps, on veut développer chez les gens qui ne nous connaissent pas un élément de proximité avec l'écoute. Comment on outille peut-être nos proches à être de meilleurs écoutants? Je suis basique, là, mais même peut-être sûrement dans notre communauté, là, dans notre groupe, il y a des gens qui sont sûrement habilités à l'écoute. Et leurs proches ne comprennent pas pourquoi ils font ça même. Pourquoi sont-ils écoutants dans une implication bénévole ou ils ne comprennent pas un peu le sens de l'écoute. Le ABC, là, tu irais avec quoi pour dire, tu me fais. Je ne sais pas si je vais répondre. J'espère que je vais répondre à ta question. Tu me reviendras si je ne réponds pas. Mais ce qui me vient, c'est. Moi, ce que je dirais à un beau-frère ou à une belle-sœur qui me demanderait pourquoi je fais ça de l'écoute, puis je sais que j'en fais de l'écoute, moi, Robert, je lui dirais. Je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si ça va vexer des gens ou je ne sais pas si ça va surprendre des gens, mais c'est pour me guérir, pour me faire du bien. C'est pour ça que j'écoute, parce qu'en faisant du bien à l'autre, c'est à moi que je fais du bien. Ça me fait du bien d'écouter, parce que ça me permet d'ancrer quelque chose que j'aurais tellement souhaité attraper quand j'étais tout jeune, être capable de me relier avec aisance à autrui. C'est ça qui fait défaut dans notre société. On travaille de façon... on est dans une indépendance qui se côtoie. Les personnes sont dans des niveaux de maturité qui relèvent de l'indépendance ou de la dépendance. Et moi, j'aurais tellement aimé vivre l'interdépendance plus tôt qu'à partir de 40 ans. Je ne sais pas si tu vois. Or, moi, si on me demande pourquoi j'écoute, c'est parce que c'est extrêmement nourrissant à écouter pour moi. Pas parce que je suis nourri, parce que je règle des problèmes. Ce n'est pas ça mon travail de régler des problèmes quand j'écoute. Puis si mon beau-frère ou ma belle-sœur me disait mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes? Puis qu'il y a aucune. Donc, le beau-frère n'a aucune connaissance du fonctionnement humain. Il dirait paye-toi à traite. Au lieu de répondre à ce que la personne te dit, fais une petite chose, de rien là. Essaye-le voir ce que ça goûte. Fais juste résumer ce qu'elle te dit. Pour voir, puis demande-lui, c'est ça que tu me dis? Et là, juste la résumer, goûte à ça. Puis là, un peu plus loin, une semaine plus tard ou un mois plus tard, je dirais, essaie de traduire ce que tu as résumé. Parce que ça s'appelle un reflet synthèse, ça, techniquement, résumer ce que l'autre dit. Est-ce que c'est bien ça que tu me dis que Et là, je fais le résumé, une synthèse de ce que la personne me partage. Et après ça, ose attacher ça à ce que moi, j'appelle un besoin, c'est-à-dire à ce que cette personne-là aime vivre, qui fait défaut en ce moment dans sa vie ou depuis un moment. Et là, goûte à ce que tu es en train de faire vivre à la personne et à ce que ça te fait vivre de lui faire vivre ça. Parce que là, tu es dans une interdépendance, tu es dans une connexion, tu es dans notre terreau commun, tu es dans la vie et ça goûte bon. Il y a quelque chose qui est pratiquement spirituel là-dedans. Il y a une connexion, il y a une transcendance. Et je ne dirais pas ça, ces mots-là à mon beau-frère parce qu'il n'y aurait pas l'ouverture, il y aurait un préjugé, il confondrait religion et spiritualité. Là. Mais je n'ai pas de préjugé défavorable. Là. Il est bien fait, mon beau-frère, mais mettons qu'il n'aurait pas navigué dans ces eaux-là. Là. Je serais très vigilant à apporter, pour ne pas avoir l'air de vouloir le convaincre de quelque chose, parce qu'il prendrait probablement assez aisément. Pourtant, je ne parle pas trop, me répondrait-il. C'est pas ça la question. L'autre n'a pas toujours la sécurité qu'elle est entendue, parce que dans l'interdépendance, pour que ça opère, il y a une clé incontournable qu'on porte depuis notre jour 1, depuis la naissance. On est câblé
depuis la naissance, c'est instinctif. C'est notre cerveau droit qui repart là-dedans. On est câblé pour trouver un environnement qui est sécuritaire. On est câblé pour identifier sécurité versus danger. Si c'est sécuritaire, je me relie et je construis avec ceux avec qui je suis relié ou j'explore. Je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire que la personne qui est avec toi, si tu lui offres de la sécurité et quand tu l'écoutes, soit en la résumant ou en lui faisant du reflet empathique parce que tu es dans une posture empathique, c'est le plus beau cadeau de la vie que tu peux lui offrir, de la sécurité. Parce que là, elle se dit, là, tout à coup, elle devient un livre ouvert. Et puis le but, c'est pas de la laisser s'ouvrir. Le but, c'est qu'il faut toujours avoir de la clarté sur ce qui fait que je l'écoute. Puis quand je suis dans un centre d'écoute, il y a quelque chose de clair. C'est la mission de l'organisation auquel je me réfère pour savoir quelles sont les limites de là où je vais avec cette écoute. Mais c'est un peu là ma question. Hey, Pierre, je ne sais pas si j'ai bifurqué, mais ce que tu m'as amené m'a fait... Vas-y. Je ne parlais pas de ton beau-frère, je parlais du mien. OK. On en a tous un. Oui. Écoute Robert, j'aimerais ça laisser un peu la parole ou encore la chance à nos invités, à nos participants de pouvoir commenter, de pouvoir nuancer, de pouvoir poser des questions. Oui, mais juste avant, je voudrais pas passer à côté d'une distinction que je trouve tellement importante. On parle d'empathie depuis quand même plusieurs minutes ensemble, là, puis c'est un sujet qui est passionnant. Hein. En passant, l'empathie, c'est tellement un sujet vaste, on pourrait passer des heures dessus. Bon. Au-delà de ça, moi, je voudrais tellement qu'on le distingue de la sympathie. Puis je ne sais pas où sont tous les gens qui sont à l'écoute en ce moment, mais il y a 3 postures possibles quand je suis dans un contexte de communication. Je peux être dans cette posture empathique, celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire j'essaie par questionnement d'aider la personne à identifier ses émotions et ses besoins surtout. Ça peut être aussi une posture sympathique. La sympathie, c'est le fait de rester au niveau des signaux, rester au niveau des émotions. Alors, la posture sympathique, c'est le fait de ramener à soi sa propre expérience. Et ça, c'est un des risques. Quand on a, supposons, un beau-frère qui veut commencer à faire de l'écoute, ça se peut qu'au début, son réflexe soit celui-là, la sympathie. Ah ouais, moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça difficile. Est-ce que je peux vous partager ce que j'ai fait avec ça? Je ne sais pas si tu vois, un peu comme au salon funéraire quand ma mère est décédée, moi, je partage cette expérience-là parce que j'avais une amie qui m'a fait brailler au salon funéraire. J'étais vraiment peiné du décès de ma mère. Puis elle m'avait dit, en me regardant triste, « Mon Dieu, Robert, je peux tellement comprendre ce que tu vis. Tu sais, quand moi, maman est morte, j'en ai eu pour 3 ans à m'en remettre. C'est pas compliqué. La sympathie, c'est un amplificateur d'émotions. Fait que je me suis mis à brailler. C'était la place, là, on était au salon funéraire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est important qu'un écoutant soit au clair pour distinguer empathie versus sympathie. Moi, si j'embauchais des écoutants, je m'assurerais qu'ils ne sont pas dans la sympathie quand ils écoutent parce qu'ils ne rendent pas service à l'écouter, même si c'est sympathique parfois la sympathie. Mais je pense qu'une écoute profonde, une écoute qui responsabilise puis ramène les personnes dans leur propre pouvoir, c'est une écoute empathique. Puis le 3e élément de la distinction que je voulais amener, c'était la rationalisation. Ça, parfois, quand on se sent un peu démuni avec les émotions qui sont vécues par la personne en face de nous, on pourrait avoir ce réflexe-là de rationaliser. Un peu comme ce que moi, j'avais vécu au salon funéraire quand ma mère est décédée. Il y a un des visiteurs que je connaissais bien, c'était un de mes anciens clients qui m'avait dit « Robert, ta mère, 96 ans, tu devais bien savoir qu'elle mourrait un jour. » Ça ne m'avait pas aidé à assumer ma peine. Il était dans le rationnel, lui-là. Il m'expliquait qu'au fond, au Canada, une femme meurt en moyenne à 82 ans, puis ma mère qui est morte à 96, moi, j'avais eu 14 ans de chance que les autres n'ont pas eu. Je ne sais pas si vous voyez, il me faisait comprendre que je n'avais pas raison d'être triste. Mais l'impact que ça a eu, c'est j'ai simplement remercié d'être venu, point, et j'ai passé à la personne suivante parce qu'il n'y avait aucun lien entre nous. Parce que c'est l'objectif pour moi de l'écoute, c'est de créer des liens, d'être en lien, se relier pour vivre l'interdépendance. À mon avis, c'est le sens de la vie, de jouer ensemble, de danser ensemble, d'être dans cette interdépendance. Là, je m'étais pris une note pour ne pas oublier de vous parler de cette distinction qui est tellement importante. Merci de l'ajouter. Alors, je serai ouvert aux questions. Je vais sortir de mon PowerPoint pour... puis je ne sais pas si les personnes peuvent ouvrir leur caméra, qu'on puisse les voir, parce que
si elles le veulent bien, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais je suis tout à fait ouvert. C'est ça que tu proposais, Pierre, s'il y avait des questions. Tout à fait. J'ai l'habitude de voir plein de questions en même temps. Je suis très surpris, là, vraiment, là, je suis très surpris d'avoir des questions. En fait, pendant le temps que les gens se préparent à poser une Oui, question, tu sais, de l'écoute, là, moi, j'aime ça dire que c'est une offrande, hein, quelque chose que j'offre, un don de soi. Je donne quelque chose de moi. Je donne ma présence. C'est un présent. Mais moi, j'ai peut-être pas une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. bien Oui, sûr, bonjour, oui. Monique. Oui, oui, bonjour. J'ai pas une question, c'est plutôt un commentaire. C'est dommage, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris ça fait 15 minutes que je suis à la réunion. Je l'ai pris à 13h30 au lieu de 13h. Puis, je suis arrivée, en tout cas, vous parlez de l'empathie. Puis, juste pour vous dire que les quelques mots que j'ai entendus, là, moi, ça me rejoint vraiment. J'ai aimé que vous parliez de la différence entre l'empathie, la sympathie et au point de vue relationnel, parce que, en tout cas, on ne se connaît pas du tout, mais on a presque tous vécu vos expériences que vous avez vécues, soit lors d'un décès ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand quelqu'un nous dit, parce que moi aussi, ma mère est décédée à 97 ans, puis on se le fait dire, hein, ben, tu n'as pas besoin de pleurer ta mère à 97 ans. Là. Tu sais, on reste froid, on ne sait plus quoi dire, mais en même temps, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, puis on passe à autre chose. Oui, puis au fond, c'est pas du mauvais monde qui nous dit ça, Non. mais la personne, tu sais, c'est des gens, moi j'ose évaluer que ce sont des gens pas conscients de leur impact. Ils n'ont pas la conscience justement de ces mécanismes dont on a parlé. C'est comment on fonctionne, nous, les êtres humains. C'est pour ça qu'il faut le plus jeune possible. Je connais des gens autour de moi qui ont des jeunes enfants qui savent ce dont on a parlé aujourd'hui. Et ces jeunes, je me réjouis, je célèbre qu'au Québec, dans plusieurs commissions scolaires, on enseigne. Il y a un programme qui s'appelle Vers le Pacifique où on enseigne ces bases-là pour amener les jeunes à être responsables de leurs émotions. Je réitère quelque chose que je disais tantôt qui est tellement fondamental. Ils apprennent maintenant en bas âge que l'autre n'est pas la cause de mes émotions. Il est juste un stimulus. Parce que la cause de mes émotions, c'est mes besoins. C'est en dedans de moi, c'est dans mes tripes, ça, mes émotions. Et mon cœur, ben, c'est ça. C'est les signaux que je vis qui m'indiquent d'aller voir dans mes tripes ce qui se passe pour que je m'en occupe. Et non pas que j'attende que les autres s'en occupent ou que je me dise victime de ce qui se passe autour de moi. J'ai du pouvoir et c'est important que nos enfants l'apprennent très tôt. Merci Monique pour votre commentaire. Madame Monique, juste passer avant, si jamais vous voulez avoir je vais mettre en ligne sur notre site lignedecoute.ca l'intégrale de notre rencontre. Alors, vous pourrez entendre la partie avant vous. Alors, merci. Okay. Vraiment apprécié. Alors, j'ai une question, Monique Rondeau. Est-ce que vous voulez la poser? Oui, merci. Bonjour, Monique. Robert, je vous ai déjà entendu, c'était à Grondines, cet exemple au salon funéraire. Ah oui. Pour moi, ça a vraiment, vraiment été une compréhension que j'ai eue entre... Puis j'aimerais vous entendre nommer ce qui aurait été ou ce qui a été pour vous dans la même situation du salon funéraire pour votre maman. Quelque chose qui manifeste de l'empathie. J'aimerais que ça pouvait compléter cet exemple-là qui m'a tellement parlé. Très bien. Écoutez, il y a un collègue et ami à qui je parlais en début de semaine, justement, Louis, qui est venu au salon. Il a vu l'état dans lequel j'étais. Il s'est approché de moi, m'a serré la pince, il a bien senti. Il m'a serré la pince, puis il m'a dit « Robert, toutes mes condoléances. » Et il a ajouté « Est-ce que je peux me permettre? » Et regardez bien ce qu'il a fait. Il m'a proposé un besoin. Il m'a dit « C'était pas nécessaire de me dire « Oh, tu es triste. » C'était une évidence. Il est allé plutôt directement au besoin. Il m'a dit « Est-ce que c'est toute la proximité que tu vivais avec ta mère qui vient de s'envoler? » Et quand il m'a prononcé les mots « proximité », à l'intérieur de moi, ça a fait mon SNA a répondu, mon système nerveux autonome. Il y a quelque chose qui s'est détendu. Je lui ai répondu « C'est quelque chose autour de ça. » Et j'ai surtout répliqué « On va-tu prendre un café? » Parce que lui, il venait de créer entre lui et moi un lien. Vous venez de très bien l'expliquer. Grand merci. Merci à vous.
Il y avait Mme Anissa qui lève la main. Alors, en ouvrant votre micro, Mme Anissa. Que ça marche, oui. Bon, oui, on vous entend maintenant. OK. Bonjour, Mme Rondeau. Oui, enfin, bonjour, Monsieur Bouchard. En fait, vous disiez tantôt que pour vous, faire de l'écoute, ça vous guérit. Oui. Oui, parfait. Je fais aussi de l'écoute. Et par ailleurs, vous disiez que, par exemple, l'écoute ne guérit pas, mais apaise uniquement. C'est-à-dire qu'elle a en fait des effets thérapeutiques, mais n'est pas une thérapie. Oui. C'est-à-dire de quelle façon, elle vous guérit, mais par ailleurs, elle ne guérit pas. Oui, ça guérit parce que, vous savez, si vous vous rappelez de ce que j'ai témoigné au tout début, des raisons profondes qui m'ont amené à m'intéresser autant à l'écoute, tout à fait, c'est une blessure, de fond, c'est une blessure d'attachement qui était fondamentale. C'est clair que moi, quand j'écoute et que j'offre de l'écoute, c'est que je guéris cette écoute que je n'ai pas eue. Et c'est très personnel. C'est pas nécessairement ce qui est produit pour tout le monde, mais je soupçonne que quelqu'un qui choisit de se dédier à l'écoute a peut-être quelque chose à guérir au sujet de l'écoute de soi ou l'écoute autour de lui ou d'elle. OK. Oui, mais par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'écoute ne guérit pas, mais elle apporte beaucoup à la personne qu'on écoute et que des effets bénéfiques, c'est certain qu'ils sont là. Oui. Extraordinaire. On est d'accord, on est à la même place. Merci beaucoup, Mme Rondeau. M. Bouchard. Merci. Alors, j'avais M. Pascal Champagne, une écoute dans un centre versus avec nos proches. Quels seraient les facteurs de différenciation? Si Pascal veut éclaircir la question ou ajouter. Bonjour, monsieur Bouchard. Bonjour. Bonjour. Toujours plaisant, votre verbalisation. Effectivement, vous avez parlé, si j'étais quelqu'un qui était dans une position où j'engageais des écoutants, où j'embauchais, où je recrutais des écoutants, une qualité première, et vous l'avez bien décrite. Par contre, j'aime toujours leur montrer, moi, en tant que directeur de centre qui fait du recrutement, une différenciation. Et je me rappelle, une formatrice que je connais bien m'avait dit, il y a une différence entre une écoute avec un proche et une écoute dans un centre d'écoute au téléphone. Et c'est cette différenciation, des fois, que je trouve difficile, la ligne. Et est-ce que vous avez un exemple? Oui, ben d'abord, pour faire du pouce un peu sur ce que vous amenez, moi, je conclus qu'au Québec, on est dans une culture de la sympathie. Ça veut dire qu'on aille à droite, à gauche, dans mon village ou dans votre village ou dans votre ville ou la mienne, le réflexe de monsieur et madame, en général, sont de ramener à leur propre expérience ce que vous leur partagez. Ça veut donc dire qu'en général aussi, les personnes qui veulent être écoutées, ce qu'ils requièrent de vous, c'est de la sympathie. Les personnes qui appellent dans votre centre, ce qu'ils veulent, c'est de la sympathie puis probablement des solutions aux problèmes. Ça veut dire qu'ils veulent le contraire de ce qu'on peut leur offrir et ce qu'on doit leur offrir. Parce que c'est pour ça que quand moi, je suis dans ma famille, ils savent très bien le travail que je fais. Je reste vigilant pour ne pas avoir l'air d'être sur un plan professionnel dans une perspective personnelle. C'est avec beaucoup de subtilité que parfois que je vais opérer. Je vais y aller d'un langage encore plus populaire, mais c'est clair qu'assez souvent, je vais aller droit au but, c'est-à-dire je vais aller droit au niveau des besoins, que je vais traduire des fois par des mots plus accessibles. Et ça fait une différence. C'est pour ça que la posture, je peux l'avoir de façon explicite quand je suis dans mon cadre professionnel. Puis dans mon cadre personnel, elle est plus maquillée. Elle est plus maquillée. Et je suis juste plus vigilant pour éviter que la personne se sente... vous avez probablement déjà entendu cette expression-là, se sentent psychologisés alors qu'il n'en est rien. Ça va, M. Champagne? Donc, oui, au niveau de la différenciation, il y a quelque chose de subtil là-dedans, mais effectivement, je pense qu'il y a le besoin derrière. Moi, c'est ce que je retiens, toujours d'aller cerner ce qui est derrière l'émotion. C'est intéressant. Parce que moi, ce que je suis capable, puis je m'amuse à faire ça, c'est... je ne suis pas battable dans le rationnel parce que j'étais un avocat plaideur. C'est sûr que c'est facile. J'ai développé une certaine aisance à contre-argumenter. Mais des fois, avec la famille, je vais d'abord aller dans le rationnel, pas long. Je vais même me permettre de glisser vers le sympathique
mais je vais atterrir dans l'empathique, par exemple. Vous me suivez? Oh, oui, très bien. Merci. Madame Céline, j'ai une question. Comment inciter une personne à se confier? Ben, je pense qu'on ne peut pas l'inciter intellectuellement, on peut lui donner de la sécurité. C'est pour ça que l'état dans lequel l'écoutant arrive est primordial. Il doit être dans un état de son système nerveux qu'on appelle un état du ventral, c'est-à-dire un état d'homéostasie. Il ne faut pas que je sois habité par des problèmes, il ne faut pas que je sois préoccupé par « mon Dieu, est-ce que je vais écouter quelqu'un qui va me déclencher aujourd'hui? » Il faut que je sois là, point. Il faut que vraiment je sois dans un état de disponibilité. Et c'est ça qui va inciter quelqu'un à parler. C'est sûr que quand on a un peu de métier dans l'écoute, il est clair que ce qui va donner de la sécurité auprès de quelqu'un qui est extrêmement insécure, c'est parfois, ça va partir du positionnement physique. Avec le virtuel, c'est très difficile ou plus difficile, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. On va demander, si je m'éloigne un peu de toi, est-ce que tu te sentirais plus à l'aise? Ou si je me rapproche, est-ce que tu es plus à l'aise? Donc, la disposition physique peut aider pour donner un cadre sécuritaire parce que c'est le corps qui, d'abord, identifie s'il est en sécurité ou pas. Puis c'est aussi toutes les mémoires de la personne qui est écoutée devant l'écoutant, qui est en train de projeter puis de transférer plein de trucs déjà avant même qu'on ait commencé l'opération de l'écoute. Il y a beaucoup de phénomènes qu'il faut qu'on comprenne avant de se mettre dans ces mécanismes-là. Je ne sais pas si ça peut répondre en partie, en tout cas. On pourrait épiloguer longuement. Ça va, Pierre? Oui, dans le fond, j'essaie de voir. Je pense que Mme Anissa avait posé la question. Vous dites que l'écoute vous guérit et par ailleurs, vous parle d'une écoute qui... Je dois la sauter. Mme Anissa avait répondu. On avait répondu à oui, on a répondu. Oui, on répondait à Mme Agar, je crois. Okay. Donc, Mme Huguette, que faire? Quoi dire quand on est en contexte de ligne d'écoute et que la personne enregistre parce qu'elle a besoin de preuves au cas où c'est vraiment difficile à gérer cette question, surtout dans l'ère que nous sommes? Ben, c'est clair que moi, ça ne me fait pas peur si on m'enregistre quand j'écoute comme je l'ai décrit. Mais c'est clair que si j'écoute en étant dans la sympathie, puis en donnant des conseils, ben là, je m'expose à voir un petit peu ce qui s'est passé, peut-être voir se judiciariser. C'est là qu'il y a un risque, c'est pas plaisant, mais c'est pour ça qu'au fond, dans tous les cas, l'empathie, c'est l'option à adopter. Mais c'est pas l'enregistrement, moi, qui me gêne, c'est plutôt la posture de la personne qui peut être gênante. Et je peux comprendre si la personne qui écoute est déstabilisée dans le fait d'être enregistrée. C'est comme quand on est en supervision puis qu'on a des pairs qui nous voient opérer une écoute, là, qui nous voient écouter puis qu'on a des feedbacks des pairs, c'est toujours un peu stressant. C'est de savoir que je pourrais me réécouter puis je pourrais être critique de la manière dont je l'ai écouté. C'est peut-être ça qui me hante ou qui me fait craindre un petit peu. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi, si vous êtes dans une posture empathique, vous n'avez rien à craindre. Vous n'êtes pas en mode conseil. En tout cas, je vais retenir l'avocat en moi, mais sur le plan juridique, vous n'avez absolument rien à craindre. Oui. Madame Anissa, oui. Votre micro, madame. Micro. Oui. Voilà. Mais en fait, quand on parlait des émotions, que c'était un indicateur de satisfaction de besoin, et bon, c'était l'affect central. Et donc, pour vous, vous dites, je vais proposer toujours par voie de questionnement. Quand vous parlez de questionnement, c'est-à-dire des questionnements en commun ou pour celui que vous écoutez? Oui, pour l'écouter. C'est-à-dire que je ne dois surtout pas renfermer l'écouter dans une hypothèse. C'est du questionnement que moi je vais faire. Puis moi, je prends bien soin et il m'arrive souvent de commencer en disant « Tu me le dis si je me trompe, mais sache que ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que tu te sens comme perdu parce que ce que tu souhaites, c'est avoir plus d'intégrité dans ce qui se passe en ce moment? » Je ne sais pas si... Puis là, je lui laisse vraiment de l'espace pour qu'il puisse rectifier le tir parce que mon travail, en réalité, ce n'est pas de trouver le besoin de l'écouter.
c'est d'amener, d'inviter l'écouté à identifier son propre besoin. C'est comme de l'amener à aller dans sa propre zone de vie, dans ses tripes. OK, merci. Toujours plaisir, Anissa. C'est bénéfique. Merci beaucoup. Sur le chat, là, ça semble tranquille. Alors, s'il y a des gens qui veulent poser la question directement, c'est encore un peu de temps. Lynn, Oui. alors, je vais lever la main, mais c'est beau. Oh, désolé. Moi, Bonjour, Madame Grandchamp, bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question à propos de la sécurité. Quand tu es dans une relation d'écoute, tu parlais justement de mettre l'autre en sécurité, de sentir, d'être capable si j'ai bien compris là, d'être capable d'avoir assez d'empathie pour que l'autre se sente en sécurité pour te parler. Je décortiquerai, si vous me permettez, ces deux phrases-là. Puis je recadrerai avec la perspective que je vous propose. En fait, ça fait drôle à dire, hein? C'est pas moi qui va lui trouver de la sécurité. Je vais lui permettre qu'il trouve en lui sa sécurité. C'est différent. Je vais lui permettre, donc je vais lui offrir ou lui offrir des conditions favorables à ce qu'il soit en sécurité en ma présence. Alors, okay. C'est pour ça que j'y allais déjà physiquement. C'est pour ça que la virtualité de nos échanges en ce moment et depuis le confinement peut poser certains problèmes auprès de certains écoutés. Parce qu'il y a des écoutés qui ont besoin d'une présence physique, c'est normal. Mais c'est ça que je recadrerais d'entrée de jeu par rapport à l'affirmation. Je ne vais pas dire sois en sécurité, ce qu'on se dit ici est confidentiel. Ce n'est pas ça qui va donner de la sécurité. C'est mon état qui va lui permettre de toucher sa sécurité à l'intérieur parce que moi, si je suis dans un état d'homéostasie, un état de mon système nerveux qu'on appelle le ventral, ben, il est clair que lui, il va le goûter, cet état-là. Et ça va l'amener dans cette sécurité de l'homéostasie. Alors, si je reprends ça, ça veut dire que moi, en tant qu'écoutante, il faut que je sois en sécurité. Complètement. D'accord. Merci beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut que je me sois assez pratiqué. C'est comme quand on fait de la médiation. Sur ma déformation professionnelle m'amène à faire beaucoup de médiation. Ça veut dire qu'il faut que je sache quels sont les contextes qui sont susceptibles de me déclencher. Ça veut dire qu'il faut que je les ai travaillés. C'est pour ça qu'au tout début de notre rencontre, je disais il faut avoir fait du travail sur soi. Il faut avoir débloqué des morceaux là, qui traînaient et qui étaient aliénants. Il faut avoir transformé des souffrances. Parce que l'empathie, on peut passer des heures à être capable de l'expliquer, mais vivre cette posture n'a absolument rien d'intellectuel ou de rationnel. C'est un don de soi, c'est la présence, c'est tellement difficile à définir. En même temps, c'est un état. Alors, comment en arriver à faire goûter cet état à la personne qui est écoutée? C'est une grosse job. C'est une belle job. C'est une job tellement intéressante. Profondément humaine. Merci beaucoup. Dans la même lignée, qui est un peu complémentaire, comment mettre de côté les propres problèmes personnels pour être pleinement disponible à l'écoute? Et ben, dans la même foulée, moi, je pense que quand les gens font de la formation avec nous, on les encourage à se trouver des compagnons d'empathie. C'est-à-dire être capable d'avoir des amis qui sont capables de m'écouter comme ce que je propose aujourd'hui. C'est-à-dire, je te vois, Pierre, puis je sais très bien que quand on va luncher ensemble, tu ne vas pas me donner de conseils, puis tu ne vas pas être dans la sympathie avec moi, mais que tu vas m'aider à ce que moi, je me connecte à mes besoins, puis que je sois dans mon pouvoir. Je ne sais pas si tu vois. Et ça va aider de se créer un environnement où on côtoie des gens qui sont capables d'empathie. Pour se payer ce traite-là, parce qu'on en a tous besoin. Là, moi, le premier, il y a des moments dans ma vie, dans ma journée, où j'ai besoin d'une pause, d'un recul pour prendre soin de moi. Puis des fois, ça peut ne pas suffire. Des fois, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui pratique les mêmes activités professionnelles que moi, donc elle est capable d'écoute empathique aussi. Donc, c'est super, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Donc, c'est d'avoir un contexte favorable à ce qu'on puisse se payer ce traite-là. Il y avait une main levée, peut-être Mme Diane? Madame. Oh, Mme Anissa, oui. Anissa, oui. Oui.
Oui, bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, alors là, je m'adresse à Monsieur Bouchard le juge que vous Oui, étiez. Je oui. voulais juste savoir, bon, vous écoutiez les personnes pendant vos audiences. Je voulais juste savoir, est-ce que votre écoute à l'époque où vous étiez juge et maintenant que vous êtes un écoutant empathique, bien entendu. Est-ce que si c'est à refaire, par exemple, vous diriez que j'aurais dû écouter de cette façon les personnes qui étaient en face de moi ou est-ce que vous pensez que vous étiez dans la bonne voie malgré que vous n'aviez pas fait votre formation à l'époque, etc. Ben, écoutez, aujourd'hui, j'ai la chance d'enseigner l'écoute empathique à l'Institut national de la magistrature parce que, vous savez, quand un témoin ou une partie est devant un tribunal, ben, elle est obligatoirement dans une émotion de colère, de peur, elle est tétanisée ou autrement, etc. Ça veut dire que le juge, la première chose qu'il ne doit surtout pas faire, c'est mettre de l'huile sur le feu. Alors, en ce sens, qu'il ne doit pas générer, d'augmenter l'état émotif de la personne devant lui. Alors, c'est pour ça que c'est pertinent d'enseigner au juge comment maîtriser sa cour, maîtriser les charges émotives qui sont là devant lui ou devant elle. Ça, c'est mon premier point. Le premier lieu où j'ai expérimenté l'écoute empathique, c'était à mon tribunal. Et je vous raconte un peu comment ça s'est produit. J'ai vu un témoin arriver et je le voyais marcher et je le voyais tellement nerveux que ça lui sortait par tous les pores de sa peau. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être long ce matin. Et là, je me suis dit aussi dans mes coulisses, j'ai rien à perdre, je l'essaye. Parce que j'avais jamais tenté d'utiliser l'empathie dans un cadre comme celui-là. Mm-hmm. Et là, je l'ai regardé marcher, se diriger vers le box des témoins. Parce que quand un témoin est trop nerveux, ça sort tout croche, son témoignage. Et c'est difficile d'attraper les morceaux qu'il faut avoir. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, écoutez, je peux me tromper, là, vous m'avez l'air nerveux ce matin. Corrigez-moi, est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir la confiance, l'assurance qu'on va prendre le temps de vous écouter? Est-ce que c'est ça qui est là pour vous? Et là, j'ai vu le monsieur faire. Ça avait opéré. Okay. Ça avait opéré. Et moi, je lui ai dit, asseyez-vous, prenez le temps, on respire, et quand vous êtes prêts, faites-moi signe, on va commencer. J'avais créé, je lui avais donné la sécurité, j'avais créé l'espace dont j'avais besoin. Mais c'était très égoïste. C'était une perspective de débutant. Mais ma perspective a évolué depuis. Oui, mais vous l'avez beaucoup servi et ça lui a fait beaucoup de bien, c'est certain, par rapport à sa façon, à votre façon de lui parler. Oui, mais on m'a demandé aussi sur certains conseils d'administration où j'ai siégé, comment vous avez fait, M. Bouchard, pour le tranquilliser, parce que c'était le langage que les gens utilisaient autour. Et j'ai dit, je n'ai pas tranquillisé la personne, je l'ai écouté. Alors, le cri du cœur de la personne, des fois, c'est maladroit et quand tout à coup, tu ne le prends pas contre toi parce que c'est le cadeau que tu te fais quand tu écoutes quelqu'un dans cette posture empathique, tu arrives à traduire ce qu'elle dit en ce qu'elle vit, ben, il est clair que la personne, elle est complètement désamorcée et à partir de là, on peut construire ensemble. On est dans une vraie interdépendance. Alors, les gens se demandent, mais je leur expliquais, il suffisait de l'écouter. Et des fois, l'écoute aussi, dans une perspective plus large de communication, l'écoute empathique, on peut la solliciter de l'autre quand on lui dit « J'ai parlé beaucoup. Comment tu me résumerais? Ça me rendrait tellement service si tu me disais dans tes mots ce que j'essaie de te dire. » Je ne sais pas si on peut inverser les rôles et on peut être le maître d'œuvre de l'inversion de ce rôle-là. En fait, vous étiez voué à l'écoute active. C'était inné en vous quelque part. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez juge. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Ça a été d'un apport extraordinaire pour moi qui fait de l'écoute. Et un grand merci pour cette conférence. Bien, merci pour votre feedback. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci beaucoup. Question que je vais répondre. Dans le fond, il y avait certains participants qui me demandent si la conférence de ce matin et de cet après-midi va être disponible. Elle sera sur notre site. Je me laisse peut-être une semaine là, à la mettre disponible sur notre site Internet que j'ai indiqué là, sur les conversations et lignes-d'écoute.ca. Et je vais les mettre les deux disponibles, là, les conférences de ce matin et de cet après-midi.
des merci là, que je vois. Donc, peut-être on peut, je ne sais pas si d'autres personnes se sentent un peu gênées pour poser leurs questions. Je laisserai encore peut-être quelques minutes. Moi, j'ai une question. Oui, Mme Céline Mort. Bonjour, Mme Mort. Bonjour, M. Bouchard, et bonjour à tous aussi. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des lectures à nous proposer? Ah, merci. J'en aurais tout plein. Mais vous aimez lire beaucoup? Oui, j'aime lire beaucoup et aussi, je débute là, au niveau de l'écoute. OK. Alors, je vous proposerai un ouvrage introductif du modèle rogérien dont je me suis largement inspiré pour vous parler aujourd'hui. C'est un ouvrage de Rosenberg, Marshall Rosenberg, Rosenberg. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Les mots sont des murs ou des fenêtres ». Ou des fenêtres. Oui. Je crois que c'est un premier bon ouvrage. Oui. Il est criblé de très bons exemples concrets. Oui, parfait. Ma deuxième question est, vous parlez beaucoup là, de questions ouvertes. Avez-vous des exemples de questions ouvertes? Vous en avez donné une, là, tu me le dis si je me trompe, mais ou encore, en tout cas, des outils, des phrases. Ouais, je vais vous donner le contre-exemple. Ce qui n'est pas une phrase ouverte, ce serait de dire « T'es fatigué, t'as besoin de repos, hein? » Je ne sais pas si vous voyez, c'est fermé. Alors, je le renferme dans mon... C'est même pas une hypothèse, c'est une évaluation que je fais de ses émotions et besoins. La personne me dit « Non, non, je ne suis pas fatigué. » Et là, je lui réponds « Ben oui, tu es fatigué. » Je ne suis pas du tout dans une posture empathique. Je suis dans quelque chose qui est évaluatif. Alors, le contraire de ça, c'est « Est-ce que tu... » Dis-moi si je me trompe. Puis on y va. Est-ce que c'est... Puis parfois, écoutez... Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas dit explicitement, mais qu'il faut savoir, c'est, je l'ai un peu nommé, mais le travail de l'écoutant n'est pas de trouver le besoin de l'écouter. Le travail de l'écoutant est d'aider l'écouter à ce qu'il trouve son besoin. C'est pour ça que parfois, on peut même émettre une hypothèse qui est à côté de la plaque, quoi. Alors, moi, il peut m'arriver, je me suis permis ça à l'occasion, de ne pas avoir idée du besoin qui est en cause dans ce que j'entends. Et moi, j'utilisais ce que j'appelle mon besoin de joker. Permettez-moi ça. Vous savez ce que c'est un joker ou carte? Moi, c'est le temps, mon besoin de joker. Alors, je disais, mais dis-moi, c'est plus de temps que tu veux ou qu'il te faut? Et la personne me regarde. De quoi tu me parles? Je n'ai pas besoin de temps, c'est de la clarté qu'il me faut. Ah, j'ai fait le travail. Un plaisir, Mme Moore. Robert, je me trompe-tu qu'on est dans un bon rendez-vous après-midi? On est dans un bon rendez-vous, un très bon rendez-vous. Oui. C'est ça, on aurait pu passer toute une journée. Il y a tellement d'aspects et d'angles à explorer sur ce sujet de l'écoute. Ouais, c'est fondamental. Parce que l'écoute, en bout de piste, c'est la paix. C'est la paix, c'est l'harmonie à laquelle on aspire tous. Parce que si on est capable de ce type d'écoute, on est des faiseurs de paix. Hein. On est des agents de la paix. Parce que quand on arrive à être capable de s'écouter, à créer la paix à l'intérieur, à amener cette sécurité, on est capable d'inviter à la paix intérieure par l'écoute. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les écoutants. Et moi, monsieur Bouchard, oui. Je vais vous quitter, mais je veux vous dire un merci énorme. Vous êtes extraordinaire, mais vous êtes vraiment un agent de paix. Oh, merci. Puis, des gens comme vous, il faudra en avoir au moins un dans notre vie. Merci énormément. Vous allez l'être maintenant, de plus en plus, avec cette connaissance-là. Vous aussi. J'espère. Merci. Plaisir. J'ai une question. Oui. Madame Tantôt, M. Bouchard, vous avez dit que les Québécois, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, c'est de la sympathie. J'ai souvent remarqué ça, moi aussi. Quand quelqu'un me dit, mettons, je vais prendre un exemple, tu ne me comprends pas. Alors moi, j'imagine que c'est parce qu'elle n'a pas encore saisi son besoin.
Non, c'est parce qu'elle n'a pas encore reçu de la sympathie, ce à quoi elle s'attend de vous. Oui, bien c'est ça, je veux dire. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là si c'est de la sympathie qu'elle veut? Moi, ce que je me permets dans ce temps-là, c'est de lui en donner un petit coup. Mais je ne reste pas là-dessus. Parce que souvent, ils veulent être confortés, ils veulent être flattés. Je peux tellement comprendre, c'est difficile. Puis tu sais ce que tu me décris, écoute, je ne suis pas là pour que toi, tu m'écoutes, mais je comprends que ce soit difficile. Et en même temps, si tu es d'accord, pour essayer de t'aider à trouver des solutions, on va aller voir quelque chose qui est plus derrière. Tu sais, on va expliquer des fois, on va être des pédagogues les écoutant aussi des fois. Merci. Plaisir. J'aurais une petite mini-question, moi, Robert. Oui. Dans le sens, j'ai une gestionnaire des bénévoles qui a souvent fait face, et moi-même aussi, envers des écoutants, des gens qui me disent comment je fais pour ne pas prendre ça trop personnel, l'écoute de mes écoutés. Et tu sais, on parle d'empathie, on parle de faire un peu le ménage, mettre de l'ordre dans notre vie personnelle, mais au niveau du recrutement dans des jeunes professionnels qu'on essaie de recruter, c'est un peu ce qui soulève l'interrogation. Et y a-t-il une phrase, y a-t-il une idée qui pourrait... Ben, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un phénomène auquel moi, le premier, j'ai à l'occasion été exposé. C'est le burn-out de la compassion. C'est se brûler par compassion parce qu'on en donne trop. On en fait trop d'empathie. Il faut offrir un contexte favorable à nos écoutants, c'est-à-dire un contexte soit de supervision ou un contexte de soutien par les pairs, de proposer des rencontres peut-être bi-hebdomadaires ou hebdomadaires, ou enfin peu importe, mais qui leur permettent de ventiler ce qu'ils peuvent souffrir en écoutant, ce qu'ils peuvent vivre en écoutant. Donc, se donner des conditions favorables pour les personnes qui écoutent et qui trouvent ça difficile. Maintenant, pour recruter, je pense qu'il faut les faire parler au moment de la sélection. Il faut leur faire vivre une simulation d'écoute pour voir s'ils ne tombent pas dans les pièges d'expliquer, de solutionner ou d'être dans la sympathie. Moi, ça serait ma grosse grille. C'est sûr qu'on peut avoir des choses plus subtiles selon la nature du professionnel que j'ai devant moi, là, mais selon sa formation professionnelle. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on ait une compréhension commune de l'écoute qu'on propose dans notre organisation. Et puis pour ça, bien, il faut s'en parler et il faut se donner des moyens, il faut se superviser, il faut parfois, je ne sais pas moi, qu'il y a quelqu'un, un senior à côté de moi qui m'assiste, qui est témoin de ma manière d'écouter et qui me fait du feedback. Il faudrait peut-être aussi, nous on le fait, c'est donner de la formation sur le feedback pour heurter personne dans le feedback. Le feedback, c'est pas t'es bon ou t'es pas bon dans l'écoute. Le feedback, c'est quand tu as dit, là, tu abordais ce que tu étais relié à l'histoire de l'écouter. Tu n'étais pas en train de te relier à ce qu'elle vivait, mais à ce qu'elle te disait. Il faut que tu apprennes à mettre de côté l'histoire pour davantage focusser sur. Tu sais, c'est comme. Ça pourrait être, je pense, aidant. Ça vous aide, M. Champagne? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, c'est gentil. Je fais une silence à l'occasion. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, Mme Desrosiers. Moi, je suis toute nouvelle dans l'écoute et puis, d'ailleurs, ces conférences-là m'ont été suggérées par mon centre d'écoute. Alors, je vais vous dire que en vous écoutant parler entre l'empathie et la sympathie, c'est pas évident pour moi, mais je comprends. Comment je me qualifierais? Je suis une personne très sympathique et je remarque que l'empathie, c'est un petit peu plus difficile à définir, mais je comprends l'empathie comme étant quelque chose où la disponibilité de me rendre disponible, c'est aussi de me laisser toucher. Est-ce que ça se peut? Si je me laisse toucher, ça m'aide à être plus présente à ce moment-là. Parce qu'il y a une espèce d'ouverture qui se fait ou qui peut se faire.
Oui, c'est important ce que vous amenez. C'est important parce qu'il y a une nuance majeure à apporter. Se laisser toucher sans se laisser emporter, parce que quand j'écoute ce que Carl Rogers nous enseignait, c'est je me quitte en toute sécurité. Or, je ne vais pas me laisser toucher au point de me laisser m'écrouler parce que ça vient évoquer quelque chose qui est très douloureux en moi, ce que j'entends. Me laisser toucher, c'est arriver à être en lien avec ce que vit l'autre, avec sa propre vulnérabilité à l'autre. Et ça passe par ma vulnérabilité. Ben oui. Donc, ma capacité d'être à l'écoute de cette dimension-là, c'est ça la vulnérabilité. Okay. C'est pas de me mettre à brailler. Ça se peut des fois que j'écoute et que je verse des larmes, inévitablement. Mais c'est pas ça l'écoute. C'est pas la preuve que je suis empathique. Je questionnerais si je suis profondément touché. Ça va m'arriver d'être profondément touché par quelque chose. Mais ça se peut que ça vienne plutôt évoquer quelque chose de ma propre histoire. Si c'est ça, alors je vais aller en supervision là-dessus. Je vais aller chercher du soutien empathique parce que si ça se reproduit, je ne suis peut-être pas en train de prendre soin de moi en écoutant quelque chose qui est redéclenché chez moi. Mais par contre, si en écoutant, puis je me sens touchée, je suis capable de rester avec la personne tout en étant avec moi. Aucun problème. Et être capable aussi d'aller dans le questionnement. D'ailleurs, c'est ce que je vais travailler, c'est les questions ouvertes. Pour moi, ça demeure encore un petit peu mystérieux, mais j'y prends en note votre recommandation. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que oui, je vais continuer à travailler sur l'aspect de me laisser toucher et de demeurer avec moi et avec l'autre de plus en plus aussi. Moi, mon repère, là, oui, c'est après une écoute, là, oui. Je suis nourri. Je ne suis pas vidé. Je suis nourri. Ah! Je suis énergisé. Ça veut dire que si je suis vidé après une écoute, j'irai en supervision. Ah! Bonne idée. Je prends note. OK. Bon conseil. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. Vous êtes très intéressant en passant. J'ai pris en note votre site Internet pour pouvoir aller chercher de l'information. Oui, merci. Entre autres, la fameuse liste de sentiments-besoins qui peut être utile, qui va vous permettre de développer le langage des besoins aussi. Oui, OK, merci. Merci beaucoup. Dans la rubrique documentation de notre site, oui. OK. Est-ce qu'on se dit à la prochaine? Bonjour, moi j'aurais une question. Bonjour, Mme Béliveau. Bonjour, je vous écoute. Bonjour. C'était juste une question, M. Bouchard, si vous aviez des conseils particuliers en ce qui a trait à l'écoute chez les adolescents. La première chose que je dirais au sujet des ados, ça me fait toujours drôle de le dire de cette manière-là, mais je le crois vraiment, ce que je vais vous dire, c'est la partie de la population qui a le besoin de plus d'empathie. C'est pourtant ceux qui sont le plus jugés, évalués, conseillés. Alors, au sujet des adolescents, je pense qu'il faut utiliser beaucoup la synchronisation, donc utiliser leur niveau de langage, mais être complètement chez eux. Rien amener de soi, si ce n'est son équilibre, son homéostasie, là, son ventral, quoi. Alors, c'est de ça dont ils ont besoin, nos ados, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils soient en sécurité avec nous. Alors, à partir du moment où, par malheur, on glisse un rictus qui est interprété comme un conseil ou une évaluation d'un geste qui a été posé par l'ado, on est en train de générer le contraire de la sécurité. C'est de la méfiance qu'on va créer. C'est pour ça qu'on doit dégager de toute forme de préjugés. Si on travaille avec cette catégorie de clientèle, ça demande qu'on ait travaillé notre adolescent intérieur pour de vrai. Et dans la situation où c'est de l'écoute de la part d'un père, un ado à un ado. Je voudrais comprendre. Vous dites que les personnes que j'écoute, c'est le père d'un ado? Non, que l'écoutant est aussi un ado. Oui, donc quelle est la question? Juste des conseils pour un ado qui serait à l'écoute pour de ses pairs,
dans ce cas-là, j'imagine que l'enjeu de sembler d'être pas dans sa réalité est moins probable. Mais le risque d'un ado à un autre ado, c'est le risque de la grosse sympathie, là. C'est qu'ils s'embarquent mutuellement dans des atomes crochus qui font qu'ils vont développer des liens, mais qui s'appuient sur des charges émotives qu'ils partagent. On n'est pas en train de dénouer des problématiques, là. On reste pris avec des charges émotives. C'est pour ça que l'ado qui écoute un autre ado qui est souffrant, ben, il faudrait peut-être lui faire lire des métaphores, le mettre au parfum de ce que c'est vraiment une écoute qui laisse la personne dans son pouvoir. Puis vous savez, moi, je le ferai lire un peu parce qu'il y a des choses quand même accessibles sur le fameux triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur le sujet, triangle de Karpman. Karpman, ça s'écrit K-A-R-P-M-A-N, Karpman. Karpman, c'est un psychologue américain qui a travaillé beaucoup en systémique et puis c'est le fameux triangle de victime, sauveur, persécuteur. Là. Ça veut dire qu'ils vont saisir ça assez rapidement. C'est de dire à mon ado, si toi, tu mets sur tes épaules son truc, inévitablement, ça va revenir contre toi si ta solution, c'est pas la meilleure. Vous lirez, vous pourrez googler sur le triangle de Karpman pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il laisse la responsabilité de son chum, qu'il lui laisse entre ses mains, mais qu'il ne la prenne pas sur ses épaules pour éviter de se faire éclabousser par ses propres conseils. Parce que c'est ça le risque. Il est à risque de dire ce qu'il fera à sa place. Merci beaucoup pour vos conseils et pour la belle conférence. C'est vraiment, vraiment très, très bénéfique. Merci à vous. Merci, Pascal. Le nom du site pour retrouver la liste de sentiments besoins, c'est www.groupe Conscientia. Ça s'appelle G-R-O-U-P-E. Conscientia, c'est le mot conscience en latin, c'est C-O-N-C-I-E-N-T-I-A.com, groupeconscientia.com. Et c'est dans la rubrique documentation que vous allez trouver la fameuse liste de sentiments besoins. Merci. Merci, Robert. Je vais clore la rencontre. Ça me lie, Robert, à mes perceptions que j'avais de toi, parce qu'on a eu une formation jadis dans un centre d'écoute, et puis j'avais déjà un peu plus évolué dans mes capacités d'écoute. Et je voulais vraiment le faire partager avec l'ensemble des gens. J'avais d'excellents souvenirs, j'en ai encore et j'en aurai encore sur la fluidité, je dirais, de ton propos. Les connaissances, puis en même temps, je ne sais pas, mais il y a une proximité, même avec ces écrans qu'on a devant nous, il y a une proximité qui est appréciée de toi dans ton propos d'aujourd'hui. Et j'ose espérer que ça puisse servir à tout le monde et qu'on puisse repartir avec un petit meilleur de soi pour être de meilleurs écoutants. Et ben voilà. Alors, si vous voulez, j'aimerais partager, je ne sais pas si ça te nourrit, toi, avoir des commentaires qui sont un peu cumulés. Robert, je te pose la question. Puis, si les gens veulent partager un petit commentaire en dehors de ce chat-là, libre à vous de m'envoyer un courriel ou de le partager directement sur le site à Robert. Il n'y a aucun problème à ça. Je vous dis merci beaucoup. Moi, ça me fait grandir un peu plus. Et merci de votre présence. Merci de votre confiance et puis bonne chance dans votre écoute. Puis surtout, passez pas à côté de l'essentiel, c'est de vous écouter. Allez, bye bye tout le monde. Salut Nicolas.